Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Food, votre rendez-vous autour de la transition alimentaire. Enjeux, tendances, innovation, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les week-ends sur Bismart, avec mes invités bien sûr, et un menu renouvelé chaque semaine. À la carte aujourd'hui, les chefs à l'heure de la transition écologique. Face à l'urgence climatique et aux enjeux d'une alimentation saine et durable, ils sont nombreux à revoir leurs pratiques pour réduire leur impact. Moins de viande dans leurs assiettes, moins de gaspillage, de déchets, de kilomètres parcourus, mais tout autant de goût, sinon plus. Mais comment passer de la prise de conscience à l'action, c'est-à-dire aux bonnes pratiques en cuisine? Comment conjuguer gastronomie et durabilité? L'éco-responsabilité est-elle la recette du succès des chefs d'aujourd'hui? C'est ce que nous verrons dans quelques instants avec mes invités. Et puis notre rubrique Nouvelle recette, passer de l'exclusion à l'excellence grâce à la cuisine, c'est la recette de Biscornu, rencontre avec le fondateur de cette initiative inclusive, solidaire et anti-gaspi. Ce sera en seconde partie d'émission. Voilà, vous avez le menu, vous êtes prêts? Alors Smart Food, c'est parti. À la carte, aujourd'hui, ces chefs qui verdissent leurs pratiques pour s'inscrire dans une gastronomie durable. Ces engagements ne sont pas nouveaux, mais la crise semble avoir renforcé la démarche. C'est ce que nous allons découvrir cette semaine en compagnie de mes deux invités. Une chef, Alessandra Montagne. Bonjour Alessandra. Bonjour. Vous êtes à la tête du restaurant Nosso, c'est à Paris dans le 13e arrondissement, pas très loin de la bibliothèque François Mitterrand. Vous êtes une chef engagée. Nous allons revenir sur votre parcours, votre histoire personnelle entre le Brésil et la France, le Brésil où vous êtes né, mais aussi sur votre démarche, une démarche très engagée. De l'autre côté de la table, Célia Tinck. Bonjour Célia. Vous êtes secrétaire générale du Collège culinaire de France. C'est un collectif qui est né il y a une dizaine d'années sous l'impulsion, en tout cas l'initiative d'une petite poignée de chefs étoilés. Aujourd'hui, il rassemble près de 2000 restaurateurs, plus de 1000 artisans dits de qualité. La qualité, ça passe aussi par la responsabilité, Célia Tinck? Oui, Fanny, évidemment, ça passe par la responsabilité. Une responsabilité, effectivement, envers... on parle effectivement au Collège culinaire de France, il y a des producteurs, il y a des restaurateurs. Là, votre sujet, c'est sur la restauration de qualité. Donc, un restaurant engagé, responsable, c'est quelqu'un qui est responsable à la fois de faire plaisir à ses clients, mais aussi de leur donner des choses qui soient bonnes pour la santé, mais aussi de travailler dans une démarche finalement qui soit aussi bonne pour l'environnement, respectueuse de l'environnement, respectueuse du client et respectueuse aussi de ses collaborateurs, puisqu'un restaurant, c'est pas juste un chef, c'est un chef, des gens en cuisine à côté du chef et des collaborateurs en salle. Donc c'est quelque chose qui doit être respectueux de l'environnement, de la santé de ses clients, du bonheur du client et puis de ses collaborateurs. Vous allez à la rencontre de ces chefs à travers la France assez régulièrement. C'est un prérequis, cette responsabilité, pour appartenir au collectif du Collège culinaire de France? Oui, bien sûr. Au Collège culinaire de France, on n'est pas un label avec des grilles de critères parce qu'on est sur la promotion de la diversité. C'est-à-dire qu'une démarche responsable, il n'y a pas une façon de la faire. Il y a autant de démarches responsables qu'il y a de restaurants ou même un producteur qui travaillait de façon responsable. Il y a énormément de façons de le faire. Par contre, effectivement, il y a des prérequis. C'est ce que je vous parlais, de faire des choses qui soient bonnes pour la santé, bonnes pour l'environnement, d'être dans la réflexion systématique d'amélioration continue de ces démarches, de toujours se poser la question de comment on peut faire mieux. Je ne sais pas, un restaurateur, c'est comment on peut faire plus de saison, plus local sans être des ayatollahs du locavore, mais de connaître le producteur avec lequel on travaille, parce que finalement, pour faire moins de gaspillage, quand on connaît son producteur, on n'a pas envie de jeter la carotte ou le poireau d'Éric, de Hélène, etc., parce qu'on connaît la personne. Et donc, je pense que c'est des personnes qui systématiquement s'interrogent pour comment faire pour qu'il y ait moins de déchets, moins de plastique, une carte plus courte, une carte de saison, expliquer en salle aux gens justement la démarche pour sensibiliser aussi le client à cette démarche et que la personne, elle comprenne. Et puis, je trouve que le restaurateur, il a un peu ce rôle, même s'il n'a pas besoin d'être donneur de leçons, de prescripteur de bonnes pratiques. Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que les chefs sont des leaders d'opinion en la matière? Oui, je trouve ça fort. Je ne pense pas que ce soit pour ça qu'ils fassent ce métier-là et chaque personne a un rôle, mais je pense qu'aujourd'hui, un restaurateur, c'est quelqu'un qui a ce rôle, qui est reconnu non seulement pour ses qualités de cuisinier, de cuisine, mais aussi parce qu'on sait qu'il est dans une démarche engagée et qui peut, s'il explique correctement sa démarche à ses clients, avoir ce rôle prescripteur de
justement de mieux acheter, de mieux consommer, de Et cette consommer plus démarche de saison. finalement de mieux acheter, mieux consommer, c'est ce qu'elle a été renforcée par la crise. Est-ce que c'est une demande des consommateurs? On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les circuits courts notamment, à mener une réflexion sur le contenu de leur assiette. Est-ce que la crise effectivement a donné plus d'ampleur à cette démarche? Je crois qu'il y avait déjà une tendance qui a été renforcée et accélérée par la crise. Une tendance de fond qui a été accélérée et renforcée pendant la crise. On a fait un sondage en février dernier, donc février 2021, donc toujours pendant cette période de crise. Et par exemple, sur la façon et les motivations des clients à choisir un restaurant, 94%, c'est énorme, hein, des personnes interrogées, il y en a eu 2000, je crois, des personnes interrogées, disaient que justement, ils cherchaient des cartes avec des produits de saison. Voilà, et des produits de producteurs, c'est-à-dire identifiés, sourcés. Donc je pense que 94%, pardon, c'est énorme comme chiffre, et donc je pense que c'est une vraie tendance de fond qui se confirme, à la fois dans la façon dont les clients consomment chez eux, mais aussi quand ils vont au restaurant, où il y a de plus en plus les gens ne trouvent pas ça cohérent de voir des produits hors saison, des cartes trop longues, voilà. Donc une sensibilisation. J'aimerais qu'on regarde un extrait. Je recevais la semaine dernière Guylaine Arabian, chef doublement étoilé, chef du restaurant Les Petites Sorcières dans le 14e. Regardez ce qu'elle disait sur la question. Et moi, de toute façon, je ne mange pratiquement que des légumes. Donc, j'ai toujours mis énormément de légumes dans mes plats, depuis le début, toujours. Et j'ai des maraîchers. Moi, je fais que chez les maraîchers. C'est votre démarche responsable à vous? C'est ma démarche, je l'estime pas responsable, je l'estime normale. J'ai toujours eu des maraîchers. Quand j'étais dans le Nord, j'allais chez les maraîchers. Et ici, à Paris, j'en ai 2. Et j'achète que chez eux. Alessandra Montagne, vous proposez une cuisine de saison, locale. Est-ce que, comme Guylaine Arabian, vous estimez que finalement, quelque part, c'est une évidence? Oui, ça a toujours été une évidence pour moi de travailler avec des personnes qui sont juste à côté, qui font un travail de qualité et de passion, qui aiment ce qu'ils font et qui, au final, ressemble à ma démarche à moi. Donc, depuis l'ouverture de mon premier restaurant, il y a déjà quelques années, je cherchais toujours à travailler avec des producteurs, avec des personnes, avoir en face de moi une personne qui a travaillé, qui a cultivé sa terre, qui aime son produit et qui me le donne avec beaucoup d'affection et beaucoup d'attention. Et comment chez vous est né cet attachement justement à travailler avec des personnes que vous pouvez voir et qui sont proches de vous? J'ai grandi au Brésil dans un petit village et donc mes grands-parents, ils étaient aussi agriculteurs. On avait tout à la maison. On avait le volaille, le cochon, les légumes, on plantait l'haricot, le café, etc. Et cette manière, j'ai grandi en fait au milieu d'une ferme avec nos propres produits. Et en arrivant en France, je me suis rendu compte que la plupart des personnes mangeaient mal au final parce qu'il n'y avait pas cette conscientisation de ce qui était dans l'assiette au départ. Quand je suis arrivée, je vis à l'époque, mes amis de mon âge mangeaient sans problème des fraises en décembre. Et de petit à petit, je me suis dit non, mais je veux pas faire comme ça. Et j'ai commencé à militer déjà dans mon milieu d'amitié et à la maison à une façon de manger qui était correcte ou qui était normale en fait. Parce que c'est ça la normalité, c'est manger de saison, c'est le producteur, c'est de payer le prix juste. Aussi, la juste rémunération des producteurs. C'est ça, parce que si on ne paye pas le prix juste, ce qui va se passer, c'est que l'industrie agroalimentaire va faire de plus en plus de dégâts. Ils vont les faire planter des monoproduits en très grande quantité et jusqu'où on n'aura plus le choix. Aujourd'hui, on a encore le choix de dire non, on veut faire comme ça, on veut manger de saison, on veut manger de qualité, on veut acheter au prix juste, on veut faire vivre des personnes qui sont là, juste à côté de nous, on veut participer à l'économie locale. On a encore le choix. Et c'est un pouvoir que nous avons en tant que consommateurs de le faire. Et aujourd'hui, sur la carte que vous proposez, est-ce que vous avez éliminé certains produits? Est-ce que vous avez réfléchi à votre rapport à la viande? Est-ce qu'il y en a moins dans l'assiette? On sait que la viande a souvent, sociologiquement, avait une place de choix. C'était aussi un signe distinctif presque de richesse. C'est aussi des leviers sur lesquels vous avez travaillé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, il y a ce levier-là d'avoir moins de viande. Par exemple, une viande, un poisson et un légume.
avoir toujours 2 options complètement végétariennes à la carte, ça c'est hyper important. Et aussi le zéro gaspillage, ça c'est un levier économique qui est très très important et écologiquement aussi nécessaire aujourd'hui de penser à ne pas jeter, à ne rien Alors justement, jeter. comment vous faites concrètement? Alors, en fait, il n'y a pas de poubelle. C'est le moyen que j'ai trouvé parce que, avant de mon petit restaurant, on était 4, entre salle et la cuisine, donc on n'était vraiment pas nombreux. Aujourd'hui, nous sommes 11. Donc ça change tout. Je ne peux pas être derrière chaque personne, même si ils ont tous la conscience qu'il ne faut pas le faire. Tout le monde est très éveillé sur le non-gaspillage. Ils amènent même de chez eux les épluchures du week-end pour mettre dans le compost. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, nous n'avons plus de poubelle. On a un compost dans la cuisine, à la place de la poubelle. On a forcément toujours des déchets qu'on a besoin de jeter à un Donc, moment. à côté de la plonge, juste à côté, il y a une poubelle. Un petit lieu poubelle. Un petit lieu qui, au final, pour un restaurant de 50 places assises, est présente comme la poubelle de la maison. En fait, la même taille de sac, c'est tout petit. Donc, on jette vraiment, vraiment ce qu'on n'a pas le choix. Et donc, le fait de ne pas avoir de poubelle, ça mène aussi à la réflexion. Bon, j'ai un verre de poireau, qu'est-ce que je vais faire avec? Normalement, les gens le jettent. Ah, j'ai une carcasse de volaille. Bon, on va réutiliser. On essaye de réutiliser finalement le produit de A à Z. Hein, c'est ça, on réutilise entièrement pour en profiter et en tirer tous les bénéfices. Exactement. Même le marc de café, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, une partie, on met à la poubelle, mais une autre partie, on va pouvoir... Le pain qui reste, on ne va pas jeter, on va le sécher, on transforme en farine, on refait du pain avec, on refait un gâteau, un crumble. Ça demande beaucoup de réflexion aussi, de trouver effectivement d'autres utilisations à ces potentiels déchets. C'est trop facile de détruire. Aujourd'hui, nous n'avons... on n'a plus cette marge, en fait. J'estime qu'écologiquement, nos anciens ont fait beaucoup de choses. Ils n'ont pas amené cette réflexion. Il y avait aussi beaucoup de bon sens à cette époque. On parlait de nos anciens. C'est ça. Il y avait une partie de bon sens, mais là, en fait, le monde a grandi trop vite. On a pollué trop vite en très peu de temps. Et aujourd'hui, rien qu'en France, le gaspillage alimentaire représente 16 milliards. Dont un quart de ces 16 milliards vient de la restauration. Mais donc, la restauration, c'est Liatin, que vous n'allez pas dire le contraire, c'est quand même assez compliqué à maîtriser. Je pense notamment à la difficulté d'évaluer le nombre de repas à servir, a priori. L'appétit du client, hein. Effectivement, on a des assiettes qui reviennent à moitié pleines en cuisine. Comment on peut remédier à ça ? Mais encore une fois, je pense que dans la réflexion, des gens comme Alessandra qui sont sur cette réflexion ont aussi réfléchi la taille des assiettes. Je pense que les assiettes qu'on a vues pendant des époques énormes... Très généreuses. Ça ne se fait pas. Il y a plein de petits moyens. Moi, je sais que on a chez nos restaurateurs des gens qui vont vous mettre l'accompagnement à côté, mais en petite quantité, en vous disant, mais si vous en voulez, redemandez. C'est de la générosité aussi. Il faut s'adapter aux clients et il y a plein de méthodes. Il y a le doggy bag notamment, qui est on peut ramener obligatoire depuis... Et de plus en plus, les restaurateurs, pendant la crise, ont appris justement à faire du à emporter, à livrer, donc ont maintenant les contenants pour le faire, mais il y a aussi plein de petites méthodes. Moi j'aime beaucoup quand on m'apporte très peu d'accompagnement, mais en me disant si tu en veux, je vais t'en redonner, c'est quelque chose qui est possible. Je pense que c'est très important de faire ça, et effectivement, au-delà de l'impact écologique de la démarche, même pour les restaurateurs qui sont aussi des entrepreneurs qui ont besoin de vivre de leur métier, c'est un coup. On avait ce restaurateur qui nous disait à l'époque, je levais mes filets, puis le poisson, je le jetais. Finalement, il s'est rendu compte qu'il restait plein de petits bouts de poisson sur sa carcasse. Qu'en la grattant, il récupérait, l'air de rien, une certaine quantité de chair. Et il y a une entrée qu'il a réussi à faire avec le produit, finalement, qu'il récupère sur la carcasse. C'est presque un coup zéro pour lui. Au-delà d'être bon pour l'environnement, on est sur une télé qui s'intéresse au modèle économique aussi et aux entrepreneurs. Je pense que c'est important de le dire. C'est dans le modèle économique d'un restaurant, d'un producteur, cet anti-gaspillage a un impact. Et un impact qui est positif aussi pour le client, parce que derrière, sur les coûts, ça équilibre tout. Donc tout le monde est gagnant, l'environnement est gagnant, le restaurateur est gagnant et le client est gagnant. Vous parliez du à livrer, à emporter, qui a eu malheureusement
le vent en poupe pendant la crise. Vous avez livré, vous, pendant la crise? Non, je fais importer. À emporter. Il y a la question forcément des emballages. Comment on peut justement éviter de cumuler, de tomber dans ces matières C'était très compliqué. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé, on a mis un panneau et on a demandé aux clients de ramener de chez eux des contenants. Certains clients qui venaient très souvent, on leur donnait des Tupperware, des contenants qui nous ramenaient après, qui ont redonné de nouveau. Voilà. Et puis une partie, malheureusement, qui était, une partie qui était en papier, mais il y a toujours le couvercle qui est en plastique. Mais j'ai pas trouvé la solution. J'ai pas réussi à trouver la solution parce que tout a été allé très vite. Du jour au lendemain, il fallait se mettre à faire de l'emporter. Il fallait apprendre à faire de la cuisine emportée. Moi, par exemple, je ne savais pas faire du pain. Oui, ça demande effectivement de revoir ces recettes aussi. Je ne savais pas faire des sandwichs. Donc, il fallait se réadapter une cuisine, une équipe, y repenser aux choses. Et en même temps, repenser comment on fait écologiquement pour ne pas gaspiller, pour ne pas faire du plastique. C'était assez dur. C'était une époque compliquée, qui n'est pas finie. Célia Tinck, finalement, aujourd'hui, à quel repère le client peut-il se fier pour trouver la table qui soit à la fois bonne pour le goût et bonne pour la planète? Alors déjà, je pense qu'effectivement, sans vouloir faire de la communication, mais sur le site du Collège culinaire de France, il y a quand même plus de 2000 restaurants, dont Alessandra fait partie, qui va vous lister des restaurants. Toute typologie, les restaurants ne sont pas classés. Je pense qu'on a la chance en France de pouvoir bien manger avec des gens qui sont dans la même démarche qu'Alessandra, de 10 € jusqu'à 500 € si on en a envie. Je prends souvent l'exemple, Alessandra a une cuisine très abordable. L'Outiap, dans le 20e arrondissement, vous pouvez manger entrée, plat, dessert pour 17 €. Vous allez manger chez Julien Siri, qui pourtant fait de la pizza, mais il fait une pizza avec des produits sourcés, avec une farine d'Île-de-France, avec les légumes de Sébastien Argentin, les herbes fraîches de Sébastien Argentin. Et vous pouvez manger, je crois que sa première pizza, elle est à 8 €. Donc on peut bien manger partout. Et je pense qu'au-delà du site du Collège culinaire de France, on peut retrouver toutes ces adresses de producteurs, d'artisans, de restaurants qui travaillent main dans la main dans cette démarche responsable. Il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce que si la carte est trop longue, est-ce qu'il y a une cohérence? Généralement, c'est quand même déjà un peu suspect. Et en termes de gestion, même en cuisine et de stock, oui, effectivement. Vous voyez qu'il y a une seule personne en cuisine, 400 couverts et un menu long comme la Bible, effectivement, ça va être compliqué. De regarder si les produits sont de saison. En ce moment, par exemple, on est en période de la Saint-Jacques, très bien, mais au mois de juin, voir de la Saint-Jacques sur les cartes, parce que la saison, c'est pas que les légumes. Non, ce sont aussi les produits de la mer. La mer, les fromages, la viande, etc. Donc, d'être dans une cohérence de saison avec une carte très courte. Et puis, il faut poser des questions. En fait, je pense qu'il n'y a aucun... Il faut s'informer, en fait. Il faut s'intéresser, se poser des questions. Aucun label ne garantit rien. Et je pense qu'il est important de demander d'où viennent les produits, comment la personne travaille. Et même une étoile verte au guide Michelin? C'est déjà très bien, mais je pense que tout classement, tout guide peut passer à côté. C'est très difficile de mettre les critères qui soient identiques à tout le monde. À un moment, ils avaient essayé de faire des critères sur l'accueil, la qualité, etc. Ils avaient jugé l'accueil des enfants au nombre de sièges enfants que le restaurant possédait. Et on se rend compte que c'est une aberration. Il y a des restaurants qui ont un siège enfant au cas où il y a des enfants qui viennent, mais où ils n'ont pas d'enfants qui viennent régulièrement. Donc... En tout cas, derrière l'enjeu en tout cas de l'éco-responsabilité, il y a souvent quand même une question d'image plus verte, donc plus attractive. Comment on peut se prémunir du greenwashing? Alors déjà, je pense que les chefs qui sont dans cette démarche verte, les gens ne le font pas dans une démarche de attractivité client. Alessandra, elle porte ça, elle a ça dans le sang. Elle a toujours travaillé comme ça. Alors, c'est pas grave. Effectivement, il y a des gens qui sont leaders là-dessus. Et je pense que les restaurateurs au Collège culinaire de France, Alessandra, font partie des gens qui incarnent ça, qui vivent ça au quotidien. Et puis derrière, il y a toute une partie qui va être attirée, poussée. Tout le monde est dans la démarche plus verte. Et si ça attire, même si l'industrie se met le plus au vert, comme disait Alessandra, nous, notre combat, c'est de montrer que l'artisanat est finalement une alternative à cette industrialisation, standardisation, homogénéisation de la restauration, de la production et de l'alimentation. Maintenant que l'industrie qui nourrit quand même certaines personnes fasse mieux systématiquement, ça ne me dérange pas. Et l'impact des grosses marques américaines qui font des hamburgers, par exemple, quand ils décident de ne plus mettre de plastique dans leur menu, je dis chapeau parce que l'impact, il est aussi énorme. Donc, je ne recommanderais pas d'aller forcément manger dans un endroit. On l'a bien compris. Montrer que les leaders naturels tirent vers le haut l'ensemble,
c'est bien. Après, il ne faut pas tomber dans les pièges. Avant de nous quitter, Alessandra Montagne, votre restaurant s'appelle Nosso, qui veut dire nous, notre en portugais. Le nôtre, oui. Vous mettez en valeur cette importance du collectif, que ce soit aussi bien les producteurs que le personnel, vous bien sûr, chef de cuisine, le client également. Est-ce que le facteur humain n'est pas le parent pauvre de l'éco-responsabilité ? Le facteur humain. Oui, facteur humain, le collectif, le lien humain, les relations que l'on a au travail ensemble. C'est hyper important. C'est hyper important parce qu'un restaurant n'existe pas sans son équipe, sans les personnes qui sont là. Moi, je mets un point d'honneur à faire en sorte que toutes les personnes puissent se sentir bien, toutes les personnes qui travaillent se sentent bien au restaurant. Donc, on a une équipe, comme je disais tout à l'heure, de 11-12 personnes et on est tous heureux de travailler ensemble. Le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Vous avez eu des soucis de départ, de personnes qui voulaient se reconvertir ou, à l'inverse, des problèmes de recrutement ? Alors, problème de recrutement, non. Et juste après la crise, après le deuxième ou le troisième confinement, enfin je ne sais plus, il y en a tellement, j'ai eu 2 personnes qui ont décidé de changer de secteur d'activité. Ouais, effectivement, mais c'était en novembre-décembre. On va attirer et retenir les talents dans un restaurant aujourd'hui. C'est quoi la solution selon vous ? En fait, l'argent ne retient plus les gens. Il n'y a plus le salaire. En fait, aujourd'hui, c'est la qualité du travail, la qualité de vie, ce qu'ils apprennent. La qualité de vie au travail. Oui, c'est la qualité parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. On passe beaucoup de temps. Surtout dans la restauration. Surtout parce que c'est un travail manuel. On doit apprendre à faire. On doit refaire le geste parfois des centaines de fois avant de maîtriser ce geste. Et ça, on ne le fait pas en 35 heures. On a beau dire, ça n'existe pas. D'accord, c'est un travail manuel. Un boucher, il n'apprend pas à découper une carcasse entière de A à Z et à prendre chaque partie de son bœuf s'il ne l'a pas fait de dizaines de... Et ça, on ne le fait pas en 35 heures. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Et aujourd'hui, pour que les gens viennent dans ce métier, pour qu'ils aiment faire ça, pour qu'ils restent, il faut qu'ils aient une qualité de vie parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Merci beaucoup Alessandra Montagne. Merci. Chef du restaurant Nosso Paris dans le 13e arrondissement. Et Célia Tinck, merci à vous également, secrétaire générale du Collège culinaire de France. Nous parlions de responsabilité environnementale et donc sociale. Cette semaine, notre nouvelle recette allie les deux. Restez avec nous, nouvelle recette, c'est tout de suite. Une nouvelle recette solidaire qui valorise la différence et sort de l'exclusion à bien des égards. Bonjour Olivier Tran. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de ce modèle inclusif. Vous êtes le créateur de Biscornu. Biscornu, c'est une entreprise solidaire, écologique, qui propose aux collectivités, aux entreprises comme aux particuliers des verrines, des bocaux préparés par des personnes en situation de handicap. Racontez-nous comment est né Biscornu. C'est l'histoire d'un père avant tout. Voilà, c'est mon histoire de papa qui avait envie de donner confiance et espoir dans ses 3 enfants. Donc mon aîné Alexandre en fait a 15 ans et ça fait 3 ans qu'il est à la maison parce que plus de solution de prise en charge dans une école ou dans un institut. Donc Alexandre, il est porteur d'un autisme sévère, ce qui ne lui permet pas de parler, d'écrire ou de lire, et donc d'avoir un apprentissage classique, on va dire. Mais également, il n'y avait pas suffisamment de place dans des instituts pour pouvoir l'accueillir également. Donc il reste maintenant à la maison depuis 3 ans, et donc il ne côtoie pas d'autres enfants. Donc on va dire que cette mort sociale était pour moi trop difficile à surmonter, et donc j'ai voulu m'engager pour lui trouver un avenir. Et puis pour mes 2 autres enfants également, je voulais leur donner l'espoir d'une économie qui soit durable, qui soit viable, qui ne dégrade pas leur environnement et qui donne un peu un avenir possible pour qu'ils s'engagent. Inclusive et durable. Les chiffres sont alarmants. Hein. Selon le plan autisme de 2018, 99% des adultes autistes n'ont pas d'emploi. Pourquoi vous êtes tourné vers la gastronomie, hein, la restauration, justement, pour avoir ce modèle inclusif? Alors, j'ai étudié beaucoup de modèles économiques différents pour porter ce projet de mettre en valeur ces enfants différents. Et puis, en fait, la gastronomie était celui qui permettait d'être universel et de pouvoir toucher le plus de monde pour porter ce message que nos enfants ont du talent, quelle que soit leur différence. Donc je voulais exprimer cette transformation, ce projet de transformation, ce message aussi. Et donc dans la gastronomie, ça permettait de mettre en valeur concrètement leur talent avec des belles recettes de chefs étoilés qu'ils donnent pour ce projet, pour que ces enfants réalisent des belles choses, des beaux produits en fait auprès du grand public.
Donc, comme tout le monde a besoin de manger matin, midi et soir, et qu'en plus en France on aime particulièrement Oui, bien manger, beaucoup. eh bien, ça permettait plus facilement de porter le message au grand public. Voilà. Et puis la gastronomie aussi porte des valeurs, notamment le partage. Vous accueillez combien de jeunes en situation de handicap Alors aujourd'hui, il y a 12 jeunes en situation de handicap dans l'entreprise. Et puis le projet, en fait, il a 2 objectifs. Le premier, c'est de maximiser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et le deuxième, c'est de créer cette économie durable, donc qui ne dégrade pas son environnement. Donc on a conçu un modèle qui soit vertueux dans son ensemble. On va commencer par des fruits et légumes biscornus, déclassés hors calibre, et on va aussi démontrer que notre regard qui est assez... Donc tous ceux qui sont hors normes et Voilà. qu'on a tendance à écarter du circuit et qui se retrouvent généralement à la poubelle. Exactement. Et donc de même, pour les jeunes en situation de handicap, eh bien, on les met de côté, comme mon fils, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités d'apprentissage que les autres. Donc l'objet, c'était de pouvoir montrer d'ouvrir ce regard sur cette différence et de montrer qu'on néglige à tort des talents et des richesses naturelles et qu'on peut les porter ensemble, collectivement, vers le plus haut niveau. Comment vous avez adapté cette activité justement au handicap qu'ont les personnes que vous employez, hein? Alors, J'imagine qu'il y a des horaires, des process qui sont différents, hein. Oui, en fait, il y a des personnes qui sont porteurs de tout handicap, donc des personnes autistes, trisomiques, malvoyants, malentendants, en handicap mental ou psychique. Et donc, effectivement, nous devons trouver pour chacun une place, un rôle à jouer dans cette organisation, dans cette cuisine. Et donc, ça va reposer sur l'encadrement, de pouvoir définir le poste de travail et la façon de travailler qui va convenir avec l'équipe environnante. Donc, j'ai créé une structure qui s'appelle Affûté, en plus de Biscornu, qui s'appelle Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. C'est une association loi 1901. Et donc, on va accueillir les enfants de 14 à 18 ans pour les emmener dans l'apprentissage de la restauration, avec une méthode innovante qui est celle des FUT, donc des fiches universelles de tâches élémentaires, où on va représenter par des dessins les opérations pas à pas, les unes sous les autres, de chaque étape d'une tâche Donc on n'a pas besoin de savoir lire a priori pour suivre un process. Tout à fait. En fait, c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on l'a appelé formation universelle et donc des fiches universelles derrière. C'est que ça s'adresse au plus grand nombre et donc à tous les niveaux d'autonomie et de personnes en situation de handicap. Le projet, c'est effectivement de pouvoir s'adresser à ces jeunes qui n'ont pas d'apprentissage possible et de leur dire, nous, on va vous emmener le plus loin possible avec cette méthode qu'on va essayer de construire collectivement ensemble avec des experts du handicap, avec des experts de la restauration. Et des grands chefs. Et des grands chefs. Aussi, qui ont élaboré ces fiches. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Puisque les grands chefs viennent en cuisine pour former les commis. Oui. Des très belles recettes qu'on peut retrouver dans ce merveilleux livre. Oui. En cuisine avec Biscornu, sorti aux éditions Albin Michel. Je précise que les bénéfices seront reversés à votre association Affûté. C'est ça. On retrouve effectivement toutes les recettes que vous proposez à ces entreprises, collectivités et aux particuliers. Merci beaucoup Olivier Tran. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Food. Je rappelle que vous êtes le créateur de Biscornu, entreprise inclusive, solidaire et anti-gaspi, c'est important de le dire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Smart Food. Très belle journée sur Bismart et à très vite.